Un vitrail, c'est une œuvre monumentale. D'accord, c'est ce qui définit d'abord le vitrail, la plupart du temps. Et c'est ce qui l'a défini au cours du temps, au cours de l'histoire. Et c'est pour ça que ça me paraît important de vous montrer au travers de l'histoire l'évolution du vitrail et ce que l'on en connaît, ce que l'on en sait, ce que l'on peut en retirer comme connaissance. Il ne faut surtout pas confondre mosaïque et vitrail. D'accord, parce que les deux sont à des échelles différentes. Et le vitrail, c'est généralement une grande pièce. La plupart du temps, ce sont des pièces qui ont été faites pour les cathédrales. Et c'est ensuite que sont venus des plus petits panneaux. Mais l'œuvre vitrail a toujours été pensée dès le début plutôt comme avec un aspect monumental. C'est pour ça qu'on définit le vitrail comme étant une œuvre monumentale. Et même si un vitrail peut être destiné à être transporté, en matière de patrimoine et de monuments historiques, le vitrail est par définition immeuble. D'accord ? C'est important d'un point de vue juridique, c'est-à-dire que c'est un bien immeuble. Si vous achetez un château et que le propriétaire du château veut emmener les vitraux, il n'a pas le droit. C'est immeuble, ça reste avec le bâtiment. D'accord ? Le vitrail, c'est souvent une œuvre faite sur mesure parce que l'architecture est différente d'un endroit à un autre, parce que l'architecture a des particularités, des dimensions, des formes différentes. Et donc, un vitrail est généralement fait sur mesure pour une seule baie. Voilà. Il y a une diversité de vitrail importante, donc on va le voir. Et à travers l'histoire, il y a une évolution. Alors, dans le haut Moyen-Âge, le vitrail existe déjà. On en a des fragments qui ont été retrouvés généralement dans des fouilles. Donc, comme là, vous voyez des fragments de verre peint, des plombs en haut à gauche et un morceau de vitrail. Et donc, quand on dit que c'est des morceaux et des éléments du Haut Moyen-Âge, ils sont attestés. Il y a eu des études scientifiques et il y a des archéologues qui ont travaillé qui fait que c'est attesté. D'accord ? C'est pas une vue de l'esprit, je veux dire. Voilà. On a tout un lot d'éléments comme ça qui nous parviennent du passé. Voilà. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il y a deux types de verre, le verre potassique et le verre sodique. La différence entre l'un et l'autre se mesure au fil du temps parce que, si je ne me trompe pas, le verre potassique, ça devient noir. Et c'est pour ça qu'avec un verre potassique, on a la perte sur des vitraux anciens, on a la perte, comme là à droite, de définition des dessins et des dessins de la tête et du visage. Si je me trompe, vous me le dites. Alors, attendez, juste, je retrouve ma page, voilà. Et donc, pour vous donner aussi des petits éléments historiques, ce fragment-là, c'est un fragment qui atteste d'un travail de l'époque mérovingienne. C'est pour vous dire à quel point le vitrail, finalement, est très ancien. Et même s'il ne nous parvient pas beaucoup d'éléments très anciens aujourd'hui, quand même, il y a quelques vitraux qui nous sont parvenus. Et surtout, il y a eu suffisamment de matière pour finalement nous livrer un petit bout d'histoire. On a aussi, dans la période du Haut Moyen-Âge, l'utilisation de vitraux de verre peint et sous forme assez géométrique et assez simple, comme vous le voyez ici. Voilà. Et puis, à partir du XIIe siècle, on a des choses beaucoup plus importantes qui nous sont parvenues, notamment des vitraux qui ont été conservés dans certains édifices, comme ici à la cathédrale du Mans, avec des scènes de l'Évangile. Et on connaît la provenance de ces vitraux et les personnes qui ont commandité ces vitraux, parce qu'il y a un certain nombre d'écrits qui permettent d'attester tout ça. Et donc, c'est comme ça que l'on peut retracer l'histoire.
Donc là, on voit par exemple la chemillée sur un doigt, la mise au tombeau, et c'est un panneau qui a été mis en œuvre avec des verres potassiques. Donc aujourd'hui, on perd une grande partie de la lecture du vitrail parce que il a été employé ce verre potassique qui a la particularité de noircir avec le temps. Ici, un célèbre panneau qui est la Vierge de Vendôme, qui était prévu pour une ouverture très étroite et très étirée. Et donc, vous voyez, un panneau, un vitrail du XIIe siècle qui comporte quand même un raffinement technique assez intéressant. Et vous le voyez aussi, vous avez des parties qui sont très sombres et d'autres qui sont très claires, parce que dans ce même panneau, il y a à la fois des verres potassiques et des verres sodiques. Ce qui fait que le vitrail ne nous parvient pas dans son intégralité, mais en partie. On a au XIIe siècle déjà des grands panneaux monumentaux tels que celui-ci. Cette scène, c'est l'arbre de Jessé. C'est un sujet qui est très fréquemment étudié et qui est très fréquemment mis en œuvre dans les vitraux. Celui-ci, c'est celui de Saint-Denis. Si vous n'êtes jamais allé à Saint-Denis, je vous encourage vivement à aller visiter Saint-Denis. Parce que ce sont vraiment des édifices qui ont un intérêt patrimonial et historique très fort. Et l'arbre de Jessé, c'est quand même un sujet qui a été largement reproduit, avec un message théologique ardu, avec l'idée que les verrières, comme ça portées vers le haut, vont élever l'âme. Donc des détails, ça vous montre, voilà, on a des détails. Je pense que sur la croix, il y a l'usage de pochoirs. Il me semble que quand on a ce genre de motifs, ce sont des pochoirs qui ont été utilisés, mais... C'est possible. Souvent, le pochoir, c'est plus au 19e parce qu'on faisait des pièces en série. Et là, c'est plus, je pense, des enlevés au petit bois ou des choses comme ça. Voilà, mais c'est vrai que c'est un travail très soigné. Donc, on a des vitraux importants à Chartres, notamment, avec aussi là l'arbre de Jessé. Donc, comme je vous disais, c'est un programme qui a été très souvent utilisé. Et donc là, on a aussi des cas de remploi, c'est-à-dire que de mémoire, dans ces vitraux, on a du remploi d'autres vitraux. Et ça montre que dès lors, il y avait déjà du remploi. Donc voilà, je ne vais pas passer trop de temps à décortiquer tous les éléments. C'était quand même plutôt pour vous montrer des grands panneaux, des grandes verrières, jusqu'au... on va essayer d'aller... voilà, on arrive au début du XIIIe. Et au début du XIIIe, on passe dans une période de grande activité artistique, une intense activité artistique, une période où on reconstruit beaucoup d'édifices et donc aussi beaucoup de cathédrales. Donc il y a beaucoup de chantiers mis en œuvre et donc il y a une production qui est assez intense. Sauf que, si je peux me permettre, c'est qu'il y ait une création intense, d'accord, par rapport aux cathédrales, aux bâtiments qu'on refait, mais au niveau vitraux, c'est quand même plus simple à faire ce genre d'abstrait géométrique et tout, que les images que nous avez montrées avant, non? Alors, ce sont des styles différents. Oui. Donc là, c'est ce qu'on appelle les vitreries cisterciennes. Voilà, c'est typiquement le mouvement cistercien. Donc en fait, ça, ce sont des vitraux cisterciens et ça correspond vraiment non pas à une époque, mais aux cisterciens. D'accord.
Oui, c'était simplifié au maximum. Il y avait moins de couleurs, beaucoup moins de couleurs. Bah, c'est ça, oui. Ouais. Et par contre, tout était basé sur le dessin des plans. Et voilà. Et c'est pas si simple à réaliser en fait. Oui. Bah, ça paraît. Il y a le réseau, en fait, le réseau est très complexe. Ouais. Donc effectivement, les programmes, ça nous permet de parler aussi du programme. En fait, un vitrail, il a un programme. Et les programmes sont différents en fonction effectivement de l'évolution historique, mais aussi de l'évolution des évolutions religieuses, des mouvements divers et variés, comme là les cisterciens. Et donc, en fait, en fonction, et même aussi en fonction des pays, on ne va pas avoir les mêmes programmes, en fait. Donc, tous les programmes, finalement, se déclinent de manière variée. Et donc, on obtient effectivement une quantité d'œuvres qui est assez importante. Donc, le XIIIe siècle, dont on a commencé à parler, avec effectivement des grandes verrières de cathédrales, d'édifices multiples, avec des panneaux et des scènes de l'Évangile toujours travaillées de manière de plus en plus précise. Donc là, je vous montre des détails. Donc, vous voyez que plus on avance, et finalement, le détail devient quand même beaucoup plus important. Voilà, là, par exemple, on voit, donc c'est des vitraux de Bourges, avec les têtes des prophètes, qui étaient, on a un calque qui a été retrouvé. Donc là, ça correspond bien à ce que je vous disais, c'est que chaque panneau correspond à une baie, hein, parce que vous voyez bien qu'ici, avec une baie à remplage, avec un trilobe, deux trilobes plus la rose au-dessus. Enfin, voilà, chaque portion, chaque baie est spécifique, et donc un vitrail est fait spécifiquement pour chaque baie. Alors là, c'était pour vous montrer que tous ces vitraux, dans les grands édifices, mais dans tous les édifices, hein, qu'ils soient du plus simple comme atterri au plus complexe comme ici dans une cathédrale, eh bien, il y a une façon de le numéroter. Peut-être que vous voulez en parler, Emmanuel ? En fait, de manière à pouvoir, avec un numéro, normalement, on peut retrouver l'emplacement. Avec un numéro, en fait, un numéro correspond à une baie. Voilà. On commence au cœur. Voilà, dans l'axe de l'église, la baie 0, c'est celle qui est tout au bout. En fait, dans l'axe de l'église, dans le chœur, on la voit tout en haut. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, puis plus près de la bouche. Hein. Plus près de la bouche, voilà. Donc, on ne sait pas faire des vitraux, mais on sait tenir le micro. La fenêtre numéro 0, c'est celle qui est dans l'axe tout en haut. On voit le 0. Donc c'est celle-ci. Et ensuite, c'est distribué, alors, on va dire au rez-de-chaussée, c'est de 0 jusqu'à 99. Quand on passe au premier niveau, après on passe de 100, comme dans les chambres d'hôtel un petit peu, hein, c'est-à-dire voilà. On passe de 100 à 199 et ensuite et ainsi de suite, 200 ou 300 quand il y a 3 niveaux, mais après c'est rare qu'il y ait beaucoup plus de niveaux que ça. C'est rare. Et donc au nord on est en chiffre impair, et au sud on est en chiffre pair. Voilà. Donc en fait on part du cœur à 0, tout ce qui est impair est au nord et tout ce qui est pair est au sud. Cela sous-entend que les édifices soient tous orientés de la même manière, ce qui n'est pas toujours le cas. D'accord ? Donc il faut quand même bien... voilà. Mais le code international, on va dire, je ne sais pas quel nom ça... L'association du Corpus Vitraum, voilà. qui est une association qui, en gros, qui définit les protocoles de restauration des vitraux, et ben, a défini ce système de numérotation qui normalement doit pouvoir servir à tout le monde pour retrouver l'emplacement d'un vitrail. Voilà. Et donc là, par exemple, je vous montre un autre exemple dans un autre édifice où les vitraux sont tous inventoriés et toutes les scènes sont indiquées.
C'est-à-dire que non seulement là, on a le numéro, mais on a le sujet. Vous voyez, il y a le 2, c'est Saint-André, le 4, c'est Saint-Paul, le 6, c'est je ne sais plus. Enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire, on peut comme ça faire l'inventaire et puis préciser chaque baie et permettre à tout le monde de s'y retrouver. Voilà, donc un autre exemple, ici pour Bourges. Donc vous voyez, la baie 0, si je ne me trompe pas, c'est la rosace. C'est la rose qui est tout en haut. Non, la B0, c'est en bas, tout en bas, derrière le chœur. Derrière l'hôtel, en fait. Voilà, derrière l'hôtel. Et de chaque côté, il y a la 1 et la 2 en petit. Et la rosace, ce serait plutôt la 200. Et la rosace, c'est la 200. Ouais. Voilà. Donc les chapelles rayonnantes de Bourges, voilà, bon ça c'est pour le plaisir de vous montrer des belles choses. Voilà, Clermont-Ferrand, Sainte-Agathe, Paris la Sainte-Chapelle, alors c'est pareil, si vous n'êtes jamais allé à la Sainte-Chapelle, allez-y, c'est pas loin de Notre-Dame. Et vraiment, c'est pas du tout une visite inutile, c'est assez, la Sainte-Chapelle c'est assez extraordinaire. Voilà, encore l'arbre de Gessé à Tours. Donc je vais essayer d'avancer. Voilà, là vous voyez, on a à Chartres une partie, donc Chartres c'est immense, hein, et il y a vraiment différents... Il n'y a pas un seul vitrail, il y a une multitude de vitrails, il y a des vitraux de plein de périodes différentes. Donc ils ne sont pas tous les mêmes, ils sont différents parce que les programmes sont différents, les techniques sont différentes, les verres employés sont différents. Vous voyez, c'est dans un édifice, voilà, vous iriez à Chartres et on dirait tiens allez on va regarder les vitraux, on ne pourrait pas résumer ça en une ligne parce que finalement il y a beaucoup à dire vu qu'il y a plein de périodes, plein de techniques, plein de types différents. Et là on a un vitrail avec très peu de couleurs qui est plus qui n'est peut-être pas un vitrail cistercien mais qui est quand même un peu dans ce courant-là en fait. Donc en fait là on a un panneau qui a beaucoup d'emplois de grisaille, ce qu'on appelle la grisaille. Vous voulez expliquer ? Ouais. Ben, en fait, pardon. Alors, la grisaille, c'est aussi le nom de la peinture qu'on dépose sur le verre, la peinture pour verre. Donc, en fait, ce sont des oxydes métalliques. Des oxydes métalliques qui sont ensuite cuits au four aux alentours de 700 degrés. Voilà. Donc, suivant les époques, surtout au 19e, on avait tendance à répéter des motifs où là on utilisait le pochoir pour appliquer cette grisaille. Et donc finalement ça a donné le nom aussi à ces grandes verrières qui étaient peut-être plutôt faites à la fois pour amener de la lumière et pour la filtrer. Et sur lesquelles on reproduisait un peu le même motif. Donc on appelait ça, ces verrières, on appelait ça aussi des grisailles. Voilà, et donc justement, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que la grisaille, elle joue un rôle fondamental de régulateur de luminosité, en fait. Et c'est pour ça qu'elle est très souvent utilisée au XIIIe siècle. Et en revanche, elle est un peu oubliée au XIXe, parce que au moment des grandes restaurations d'édifices, ça avait été très mal entretenu. Et comme c'était mal entretenu, ça vieillissait mal, on considérait que ça vieillissait mal. Et donc, ça devenait un peu opaque. Et c'était considéré comme quelque chose de pas très intéressant, de mauvaise qualité, etc. Et donc, du coup, on a eu tendance à remplacer ces panneaux et ces verrières qui étaient faites en grisaille. Voilà, il y a différents types d'organisation de la grisaille. Il y a voilà, là c'est un panneau qui est donc bien vertical, mais il y a des panneaux, des verrières en litres aussi. Je ne sais pas si j'ai un exemple. Non, je pense que je n'ai pas d'exemple. Voilà, après on passe donc au XIVe siècle. Et le XIVe siècle, il est marqué par une innovation technique importante, c'est l'emploi du jaune d'argent. Ouais. Hein. Voilà, c'est le jaune d'argent qui voit le jour dans un lieu parisien à la fin du XIIIe et ça se répand
comme voilà, c'est une technique, la superbe technique qui arrive, et donc ça se répand à une vitesse incroyable dès le début du XIVe siècle. Alors, juste un petit mot. Donc, le jaune d'argent, on pourrait comparer ça un petit peu à un émail, donc un émail transparent, mais c'est pas un émail, c'est un petit peu une couche de verre qu'on ramène sur le verre, une couche de verre coloré qu'on cuit sur le verre. Mais là, le jaune d'argent, c'est plutôt un échange chimique entre ce qu'on dépose sur le verre et à la cuisson, la couleur pénètre le verre. Donc c'est ce qu'on appelle une sémentation. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est une couleur de sémentation à base d'argent broyé. Voilà, c'est des sulfures ou des chlorures d'argent. Voilà. Et donc ça colore en jaune. Et si on ajoute de l'ocre, ça donne encore un jaune un peu plus dense qui peut aller jusqu'à l'orangé. Donc ce que vous voyez là peut vous paraître finalement peu intéressant par rapport à la promesse là dans nos mots, hein. On dit le jaune d'argent, on est en train de vous faire rêver avec et là vous êtes peut-être en train de vous dire bah ça fait pas rêver, mais ça fait rêver quand même parce que c'est un des premiers exemples d'emploi du jaune d'argent, et donc c'est vraiment des éléments de la cathédrale de Rouen qui nous parviennent du tout début du XIVe. D'accord ? Donc ça a une valeur patrimoniale extrêmement forte, et donc c'est cette valeur-là qu'on est en train de partager avec vous en fait. Dans la voilà d'autres scènes de Rouen qui sont de la cathédrale de Rouen. Et donc voici à Chartres. Alors, Rouen, développement considérable. Et donc, ça, cet avènement un peu du jaune d'argent dans le vitrail, ça accompagne, ou en tout cas, c'est vraiment concomitant à un grand mouvement de développement du décor dans l'architecture. C'est-à-dire que vraiment, les deux vont de pair. Le décor, il y a un développement très fort du décor et en même temps de cet emploi, voilà. C'est parce qu'en fait, à cette période-là, à Chartres, on fait ces vitraux-là, il n'y a pas de jaune d'argent, d'accord ? Et tout ça, c'est pour dire, c'est pas parce que le jaune d'argent est une technique nouvelle dont tout le monde veut s'emparer qu'on va l'employer à toutes les sauces. C'est-à-dire, on ne va pas l'employer, voilà, on n'a pas envie de l'employer, on ne l'emploie pas. Et donc, ici, à Chartres, on n'a pas d'emploi de jaune d'argent. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous dire, ben voilà, là, par exemple, on a, c'est Évreux. À Évreux, par exemple, on a sur les vitraux qu'on va regarder là, on a ce qu'on appelle des éclaircissements à la palette. On a des zones qui sont volontairement laissées transparentes pour éclaircir. C'est-à-dire qu'en fait, on mélange les techniques. On a la grisaille, on a de la pleine couleur, on a des personnages parfois qui sont quasi incolores. Donc en fait, par rapport à des vitraux plus anciens où on allait avoir que des verres colorés, là en fait, on se permet de multiplier, c'est comme si on essaye plein de choses différentes et c'est ce qui montre l'évolution du vitrail. Ouais, peut-être qu'on se dirige plus vers un travail de peintre verrier. Voilà. Et donc c'est aussi pour ça qu'on dit qu'il y a un éclaircissement de la palette au XIVe. C'est-à-dire plus on avance dans le temps et on a l'impression qu'il y a les vitraux finalement s'éclaircissent, il y a moins de couleurs. D'accord, ça on n'en veut pas. C'est moi qui ai appuyé sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Alors le 15e, au 15e, qu'est-ce que je peux vous dire sur le 15e ? C'est très clair, oui, c'est très clair, vous avez raison. Alors là, oui, je sais pourquoi je vous ai mis ça, parce qu'effectivement, on voit effectivement arriver
des dessins qui sont vraiment beaucoup plus élaborés, des dessins où on voit même, on commence à voir comment dire, on voit les perspectives, on voit les ombres. On n'a plus des dessins assez simples, plats. On voit l'épaisseur des murs, l'épaisseur des croisées. Là, on voit les voûtes, on voit les croisées d'ogives. Et donc, on a même aussi je pense des clés pendantes qui sont visibles. On a des décors gothiques de l'architecture. Et on ressent le volume de ces éléments architecturaux, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc là, on est dans la chapelle Jacques-Cœur. Pareil, si vous allez à Bourges, allez visiter le palais Jacques-Cœur parce que vraiment c'est intéressant. Et puis voilà, je voulais montrer des détails extraordinaires. Et donc là, on a un travail de peinture, je pense, qui est important aussi. Ouais, hein. qui est très poussé. Ouais. Voilà. Là, on a un mélange. Vous voyez, il y a le vitrail, il y a l'assemblage du verre, mais il y a de la peinture, il y a de la technique, des techniques variées. Et il y a des détails, des décors très fins. Vous voyez le visage avec l'ombre du visage. Enfin, on sent le visage, tous les volumes du visage, les cheveux, c'est fantastique, quoi. Et puis, à ce moment-là, alors je ne sais pas si, je sais plus si j'ai, ce qu'on va avoir, mais au-delà de, vous voyez, plus on avance, plus on a de la finesse du dessin, du détail, on a du volume dans l'architecture, on a de la matière, les peaux, les personnages, les cheveux, etc. Mais aussi dans les programmes, on représente tout. On va plus seulement représenter des scènes religieuses, mais on va aussi représenter des métiers, on va représenter des comiques, des moraux, des religieux, on va tout représenter. On va plus se cantonner aux scènes de l'Évangile. Et puis là, on a aussi ici l'emploi de verre vénitien. Hein. Le verre rayé, là, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le verre vénitien. Le verre vénitien, c'est en fait, les Vénitiens, ils mettent des verres de couleur sur... ils incluent du verre de couleur avec des baguettes ou avec des petits éléments. Et donc, ils font du verre comme ça qui est rayé. Vous voyez, le verre, là, il y a une rayure rouge, bleu, rose, rouge, bleu, rose, etc. Et ça, c'est un verre vénitien. Donc, on passe au 17e. Et donc là, on va passer vite. Donc le 17e, je vous montre on va essayer d'aller assez rapidement pour pouvoir prendre le PowerPoint. Donc toujours pareil, vous voyez les programmes qui sont variés. Et donc là, vous voyez le travail entre je pense, le dessin, le carton et le vitrail. Je pense que c'est le carton à droite. Hein. Donc là, pareil, à Saint-Étienne-du-Mont, vous voyez le détail avec les tonneaux, le raisin, les chasubles, les capes et les étoffes qui sont travaillées. Donc on ne cesse finalement, on ne cesse de s'améliorer, mais aussi on ne cesse d'expérimenter. Et donc là, on voit un vitrail qui compose à la fois des formes géométriques que vous pouvez considérer comme simples, avec un médaillon qui, lui, est plus travaillé avec des scènes très détaillées. Donc vous voyez, là, on le voit très bien, hein, le choix d'avoir un vitrail assez transparent, et puis quelque chose au milieu, une scène au milieu qui est développée. Donc vous voyez que finalement, j'espère que ça vous permettra de regarder différemment quand vous irez dans des édifices, parce que finalement, on voit que plus on avance, on expérimente différentes choses et du coup, on s'exprime différemment à travers le vitrail. Et donc là, on voit le vitrail qui aide à la lecture d'un plafond peint. Et donc, moi, je trouve que c'est une très très belle image. Enfin, c'est un très bel exemple à Versailles parce que le vitrail n'a pas toujours besoin d'être surchargé pour avoir une grande importance. Là, il a une énorme importance, ce vitrail, pour l'architecture. Et il y a vraiment une symbiose entre les deux, finalement. Alors, au 19e, on revient beaucoup à des scènes
voilà, on a quasi des scènes romantiques là, qui sont peintes sur du verre. Il faut comprendre que au 19e, il y a quand même, dans l'architecture et même dans l'art, parfois on cherche à revenir en arrière. C'est-à-dire que on cherche à retrouver, on a peut-être une certaine nostalgie du passé, où on commence à s'intéresser de manière plus importante au passé, et donc aussi bien en architecture que, pourquoi pas, dans le vitrail, il y a une volonté de revenir à des choses à faire comme avant, en fait, comme les anciens, enfin comme les anciennes... voilà. Ce qui fait que ça donne lieu, en architecture comme en vitrail, à des choses qui peuvent être finalement presque opposées les unes des autres, en termes de style. Il y a des textes, il y a des études au 19e. Il ne faut pas oublier que c'est au 19e qu'on commence à prendre conscience du monument historique, de la conservation du patrimoine, où on se pose des questions. Jusque-là, on a détruit le patrimoine, on est venu par-dessus, on s'en foutait. Et au 19e, on se dit, oulala, il faut peut-être conserver, mais comment est-ce qu'on conserve? Donc il y a tout un tas d'intellectuels qui se posent ces questions, qui échangent aussi sur ces questions, et c'est vraiment à ce moment-là que l'on donne de la valeur aux monuments historiques. Il y a des grandes restaurations qui sont entreprises, justement sous l'impulsion notamment de Mérimée, de Viollet-le-Duc, parce que ce sont des défenseurs du patrimoine, ce sont des gens qui disent il faut arrêter de détruire, il faut préserver le patrimoine, le conserver, voire même, on le sait, Viollet-le-Duc, le restaurer et pourquoi pas parfois en inventer un petit bout. Mais donc vous voyez là, c'est des véritables scènes peintes, c'est un véritable tableau. Je crois que Tiffany, au départ, il était peintre, et c'est lui qui, ensuite, a fabriqué son verre. Et donc, en fait, en gros, son verre, c'était quasiment sa peinture, quoi. C'était sa matière. C'était comme s'il puisait la couleur en fabriquant lui-même son propre verre. Voilà, et là, vous voyez, on est à la fin du 19e, et on commence à avoir des sujets beaucoup plus contemporains, un graphisme qui évolue. Et puis dans l'architecture, on a l'architecture des grands magasins, des grands ensembles avec des très très belles verrières. Vraiment, il faut aller dans les grands magasins pour voir les verrières, c'est extraordinaire. Et vraiment, ce sont des œuvres... Au XXe, on continue, de toute façon, au XXe siècle, on a toujours l'art du vitrail avec des expressions plus ou moins variées et plus ou moins différentes. Donc ici, avec une expression, ça ressemble presque plus à du pavé de verre, en fait. Voilà, là, c'est pour... donc, ça fait partie de l'intérêt du vitrail. J'ai essayé un petit peu de vous l'expliquer, c'est que si au départ dans le vitrail on a évoqué des scènes religieuses, petit à petit, même si il faut quand même un certain nombre d'années et de centaines d'années pour que ça évolue, mais petit à petit on va avoir d'autres sujets, des métiers, des personnages particuliers, etc. Et donc vous voyez que quand on est au XXe, on a la pleine expression artistique de tout artiste et de tout sujet finalement dans le vitrail, comme dans la peinture ou comme dans la littérature. C'est un art comme les autres, et donc là, il y a une expression de sujets industriels et une mise à l'honneur d'activités industrielles. Alors on a pas mal d'exemples en montagne. Là on a donc un exemple de Maurice Novarina, voilà, mais on a aussi, je ne sais pas si vous la connaissez, l'église de l'Alpe d'Huez, qui a des vitraux absolument magnifiques. Évidemment, on ne peut pas tous les montrer et tous les
tous les inventorier, tous les montrer. Peut-être êtes-vous déjà allé à Ronchamp ou à Firminy. Voilà. Et puis, peut-être connaissez-vous aussi les vitraux de Matisse qui sont très beaux à Vence. Donc, vous voyez, dans le même temps, vous voyez, en 1948-1950, on fait ça. Et en 1960, on fait ça aussi, à Bordeaux. Donc là, on a pourquoi elle est intéressante? Parce que vous voyez, on a des vitraux du 16e dans l'édifice et on a dans le transept un vitrail de Chagall qui a été inséré. Vous voyez, il est au milieu. Là, on est à Berlin. Donc, vous voyez, avec la reconstruction, on intègre le vitrail d'une manière plus ou moins différente. Là, on a des vitraux très contemporains à Saint-Séverin. Là, les vitraux de Soulages. Technique du vitrail, de la paraison à la verrière. Ensuite, je laisserai la parole à Emmanuel Thomas, qui vous présentera l'atelier Thomas Vitraux, qui vous parlera aussi de la manière dont on fait un petit diagnostic sanitaire des vitraux et de la restauration des vitraux de votre église de Théry. Eh bien, la technique du vitrail, on commence... Alors là, c'est pareil, hein, Emmanuel, vous pouvez prendre la parole si vous avez envie. Hein. Donc, la fabrication du verre, on fait par soufflage, hein, le verre soufflé, on fait ce qu'on appelle une paraison. Donc, c'est la boule de verre qui est au bout de la canne. Voilà. Et il y a deux techniques. Il y avait une technique assez ancienne qui était la fabrication de la cive. La cive, c'est un verre plat rond. Et donc, c'est pour ça que vous voyez une petite gravure à droite qui montre cette fabrication. Et la cive, si vous avez déjà vu, en vous promenant dans une cité médiévale ou dans un endroit un peu médiéval, des verrières avec des ronds comme ça, comme des culs de bouteille, et ben c'est une cive. Donc en fait, c'était la première façon de fabriquer du verre plat, avant qu'arrive ensuite le verre soufflé. Le verre soufflé. Et donc, la deuxième façon de faire, c'est de souffler le verre, de faire ce qu'on appelle un manchon. Et une fois qu'on a fait le manchon, on le découpe et on le met à plat. Voilà, donc en fait, le manchon, ça ressemble à une grande bouteille. Une bouteille qui fait à peu près 1 mètre de haut. On coupe le bas et le haut, ça fait un cylindre. On le refend dans toute la hauteur et on l'étale et ça fait une feuille de verre. Donc ça, c'est encore aujourd'hui fabriqué à la verrerie de Saint-Just à côté de Saint-Étienne. Et aujourd'hui, c'est le verre à vitrail par excellence. Même si dans un vitrail, on pourrait utiliser toutes sortes de verres, mais celui-là, c'est celui qui offre le plus de couleurs, voilà, qui a le plus de qualité pour le vitrail. Donc voilà, et donc on a deux types de verre. On obtient la cive d'un côté et la feuille de verre de l'autre. Donc on a des textes, hein, vous voyez, première moitié du XVe siècle, on a des textes qui, notamment ici, parlent des fours qui sont utilisés par les maîtres verriers. Parce que finalement, dans les périodes très anciennes, le maître verrier, il sait tout faire. Il fait son verre, il fait toutes les étapes, lui tout seul, finalement. Donc là, on a deux exemples de fours. La reconstitution d'un four ancien, le four d'Antoine de Pise, daté à peu près de la fin du XIVe. Donc ça, c'est une reconstitution du four du verrier. Et puis un four moderne, et vous verrez, avec la présentation d'Emmanuel, vous verrez encore un four plus moderne, ceux qui sont à Valence. Alors là, c'était pour le plaisir hein, de vous montrer voilà, une gravure ancienne d'atelier de verrier, avec notamment les peintres sur verre. Et puis, voilà à quoi pouvait ressembler un atelier de maître verrier
quelques siècles auparavant. Donc ensuite, il y a ce qu'on appelle la fabrication du carton. Donc vous imaginez bien, en ayant vu tous les vitraux, que tout vitrail provient d'abord d'un dessin. Donc il y a des gens qui dessinent. Et puis il y a la réalisation du carton. Et le carton, c'est comme une maquette. Et ensuite, on élabore le carton à échelle 1. Voilà. En général, la maquette, ça dépend des cas, mais elle peut être faite à peu près à l'échelle 1/10. Et le carton, lui, c'est l'échelle de réalisation, donc c'est l'échelle 1. Alors normalement, sur la maquette, on va indiquer toutes les couleurs. Sur le carton, ça sera plutôt en noir et blanc. Et on va indiquer sur le carton, en gros, tous les tracés techniques. Voilà. Et alors, est-ce qu'il n'y avait pas l'emploi, il me semble, parce que j'avais noté ça, que à l'échelle 1, c'était souvent fait sur tissu pour pouvoir le rouler et le transporter. Alors ça, c'est une histoire que je connais pas. Moi, c'est ce que je m'étais noté. Voilà. Ouais, c'est sûr que ça va être plus facile à transporter. Voilà. Il y avait donc l'utilisation du tissu pour pouvoir transporter. Et ensuite, on découpe les calibres. Et on les découpe à l'aide d'un ciseau à 3 lames. Vous l'expliquez ? Le ciseau à 3 lames, en fait, il dégage une épaisseur. C'est le petit ruban qu'on voit là, entre les lames du ciseau. Et donc, en gros, on a une lame qui passe à travers 2 autres lames. Et en passant à travers ces 2 lames, elle dégage une épaisseur. Et cette épaisseur représente l'espace que prendra le plomb entre chaque morceau de verre. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une sorte de puzzle en papier et chaque bout de papier aura la forme exacte que devront avoir chaque morceau de verre. Alors, à l'époque médiévale, c'est pour la petite histoire, à l'époque médiévale, le tracé du carton, il est reporté sur la table du maître verrier et c'est une table blanche à la chaux et donc les verres, ils sont taillés directement sur la table. Par transparence, je pense qu'en posant le verre sur la table, on voyait le dessin et on pouvait le couper. Voilà. Alors c'est vrai que suivant les époques, le montage était plus ou moins grossier parce que la coupe des verres, l'épaisseur des verres était plus ou moins grossière et l'épaisseur des plombs aussi n'était pas forcément aussi bien maîtrisée qu'au 19e siècle. Voilà. Et d'ailleurs, au cas où, si vous en entendez parler, ça a donné lieu aux tables de Gérone. C'est des tables qui sont assez célèbres parce qu'elles ont été réutilisées comme bancs après. Et donc, il y a les dessins et tout ça. Voilà. Et dans la tâche importante du maître verrier, je ne sais pas si je l'ai après, voilà, il y a la table de Gérone. Voilà. Et la tâche importante du maître verrier, c'est le choix du verre. Le choix du verre parmi une palette assez importante. Et il y a des codes couleurs et des choix, certains choix iconographiques appellent certaines couleurs. C'est-à-dire qu'en fait, on n'assemble pas n'importe quelle couleur avec n'importe laquelle. En fait, il y a des choix de couleurs qui sont dictés par des principes théoriques, en fait, et iconographiques. Après, tout est possible. Oui, maintenant. Maintenant, ouais. Voilà. Alors, là, on parle de la coupe. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a aussi du verre plaqué. On plaque plusieurs couleurs les unes entre elles, les unes entre les autres. Et le verre plaqué, il est choisi pour les effets de gravure plutôt que le verre teinté dans la masse. C'est-à-dire qu'on ne va pas obtenir le même effet si on utilise du verre plaqué gravé que si on utilise du verre teinté dans la masse. Voilà, en fait, normalement, le verre est teinté dans la masse. Et après, pour certaines couleurs, par exemple, souvent les rouges, qu'on n'arrive pas à faire clair s'il y a trop d'épaisseur, à ce moment-là, le souffleur de verre va prendre un support quasiment blanc, clair, et en soufflant son verre, il va réussir à étaler à la surface de ce blanc une fine couche de rouge.
Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un verre plaqué. On a un plaqué rouge sur blanc. Alors le gros avantage du plaqué, oui, c'est qu'on peut le graver. Donc en gravant le rouge, on va retrouver le blanc qui est derrière. Et puis aussi le fait que la fine couche de rouge qui s'est étalée à la surface et pas d'épaisseur régulière, on va avoir plein de nuances dans une seule feuille de verre. Alors ensuite, le verre, il est découpé. Donc aujourd'hui, la coupe, alors peut-être pas aujourd'hui d'ailleurs, enfin, traditionnellement, la coupe était faite avec du diamant. C'est une coupe au diamant, Voilà. après le calibrage. Mais à l'époque médiévale, on coupait au fer chaud. Oui. Alors, la verrerie de Saint-Just, quand ils fabriquent leur verre, il leur arrive aussi, par exemple, quand ils font leur manchon, pour découper le haut, le sommet de la bouteille, eh ben, ils posent en haut du manchon un petit ruban de verre en fusion, et par choc thermique, ça coupe le verre. Donc la technique est encore utilisée. Par contre, en atelier, plus du tout. Aujourd'hui, alors mon père travaillait encore beaucoup au diamant, et aujourd'hui, quasiment 99% du verre est coupé avec des roulettes. La roulette du vitrier. Diamant quand même. Roulette en diamant. Alors, non, ça, en fait, c'est un métal qui est très dur. Ah ouais. Voilà. Et ici, on a un exemple d'une autre coupe, ce qui s'appelle la coupe, ce sont des coupes en chef-d'œuvre qui se sont faites à partir du XVe siècle et qui consistent à enserrer dans un morceau de verre de petits morceaux de verre, d'autres morceaux de verre plus petits. Et en fait, c'est très compliqué. C'est une technique qui est très compliquée et avec beaucoup de risques de casse de verre. Alors ensuite, un petit mot sur la grisaille. Donc la grisaille, c'est un composé de silice, d'oxyde de fer délayé dans du vin ou de l'eau vive. Après, on va dire que chaque peintre verrier a un petit peu sa cuisine. Mais en gros, la grisaille, c'est du verre, la poudre de verre mélangée des oxydes métalliques, pour faire simple. Voilà. Et la coloration peut varier du brun au noir, quoi. Enfin voilà, il y a une palette comme ça de couleurs. Voilà. Les teintes traditionnelles, oui, ça va du rouge jusqu'au noir, en passant par le brun, par les sépias. Ça, c'est vraiment la grisaille traditionnelle. Mais par contre, aujourd'hui, l'industrie nous permet d'avoir des grisailles un petit peu de toutes les couleurs. Alors, la grisaille, c'est quelque chose qui est fabriqué au jour le jour, qui ne se conserve pas. C'est une peinture qui est fragile, qui est posée sur la face interne du vitrail. Et juste un petit détail, dans les pays germaniques, en Allemagne et en Suisse par exemple, ils utilisaient, parce que je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais ils utilisaient une grisaille au cuivre, donc qui donnait un aspect différent. Donc là, par exemple, on a le visage du Christ, cathédrale de Chartres, qui est donc à la grisaille et au lavis. Et à droite, sur la Sainte-Chapelle, c'est un lavis en face externe qui permettait de donner plus de volume au drapé. À partir du XVe siècle, on a l'utilisation d'un pinceau qui est spécial, qui s'appelle le putois, et qui fait en fait comme un tampon, quelque chose qu'on tamponne, c'est ça ? Et donc c'est ce qui permet d'avoir des petits détails là sur le visage. On a des petits points, des petits grains. En fait, souvent en peinture sur verre, on va plutôt noircir la pièce. Et donc tant que la peinture n'est pas cuite, elle est très volatile, elle s'enlève très facilement. On l'enlève. Donc on recouvre la pièce de grisaille et ensuite on fait des enlevés. Donc on va plutôt partir du noir vers la lumière, un peu à l'inverse de la peinture de tableau. Voilà. Donc là, on a un exemple à l'Arbrel, à Rouen. Ici, un autre exemple
à Dizay. Je pense que ça, c'était pour vous parler de l'apparition de la sanguine au XVe siècle. Donc là, on est fin XVe, début, voilà. La sanguine, donc c'est une peinture avec un colorant qui provient d'une roche, une roche riche en oxyde de fer. Voilà, et donc ça nous permet d'avoir des tons orangés et après décantation, des tons chers, beaucoup plus proches de la carnation réelle de la chair en fait, que les roses. Voilà, quand on est plus rose et là plus chair. Donc là, on a l'emploi des plombs. Donc vous avez les différents types de plombs. Et après le plomb, l'assemblage au plomb et la soudure. Là, c'est un exemple suite à une commande. Le cardinal veut ses armes, donc ça vous montre la difficulté du réseau de plomb pour dessiner, pour reproduire le dessin des armes du cardinal. Alors la verrière dans une fenêtre, eh bien on a tous ces éléments-là. On a des barlotières, des vergettes, tout un système finalement de serrurerie qui permet de tenir la verrière et de la monter dans la baie. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que comme le vitrail, c'est un assemblage de verre et de plomb, que le plomb est quand même très souple, on ne peut pas avoir des panneaux qui dépassent 1 mètre carré, en gros, hein, si on veut qu'ils soient stables, pérennes dans le temps. Donc chaque panneau est divisé par une serrurerie, donc là c'est des barlotières à panneton et clavettes, et également rigidifié par des vergettes, donc des fers ronds noués sur le vitrail qui traversent chaque panneau. Et comment se fait l'étanchéité? Ouais. L'étanchéité se fait principalement sur les fers avec un mastic à l'huile de lin. Il y a quand même un mastic. Ouais. Et sur la pierre avec un mortier de chaux. Là, c'est pour vous montrer des exemples retrouvés, et notamment, vous voyez, des barlotières qui ont été rallongées. Donc c'est pour vous montrer aussi que l'emploi de la matière, c'est pas forcément on prend, on jette, on réutilise et on fait vivre le... Alors là, j'avais remis ça, mais ça, je passe, voilà. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'une baie en elle-même, la baie elle-même est aussi numérotée. Voilà. Et dans la composition d'une baie, eh bien, il y a tout un vocabulaire qui est attitré, vous voyez, avec des mosaïques, des bordures, fermaillets, médaillons, filets. Et aussi, ça me permet cet exemple de vous montrer que en certaines fois, donc là on est donc au XIIIe siècle, le vitrail il est pensé en fonction de la serrurerie. Parce que vous voyez bien que les panneaux ils sont décomposés là par les barlotières. Et donc entre les barlotières, on a une scène à chaque fois. Donc la serrurerie, la technique de maintien de la baie et de pose de la baie est intégrée par l'artiste dans sa composition. Je crois qu'on a déjà vu ça. Voilà, les détails, ça on les a déjà vus. Et du coup, Métamorphose s'est déplacé à Valence dans les ateliers Thomas Vitraux, comme vous le voyez ici. Et Emmanuel va prendre le relais pour vous parler de son atelier. Donc l'atelier, c'est une affaire familiale. L'atelier a démarré en 1878 avec mon arrière-grand-père, donc Jean-Pierre Thomas, le fondateur de l'atelier. Voilà, en 1900, il a participé à l'exposition universelle de Paris et il avait reçu un prix pour ce vitrail, la création du monde. Donc ensuite, la suite a été reprise par Georges Thomas, mon grand-père. Voilà, et ça c'est l'atelier dans les années 60. Donc dans ces années-là, l'atelier a eu l'occasion de réaliser des vitraux pour le Palais des Nations africaines qui se situe à Addis Abeba et qui était vraiment le gros chantier des années 60. Donc là c'est l'artiste éthiopien Afework Tekle qui est venu à l'atelier. Voilà, et c'est un vitrail qui fait 8 mètres par 8 mètres et c'est un triptyque, donc il y a trois verrières. Aujourd'hui, ça fait partie d'un ensemble de bâtiments qui a été repris par les Nations Unies
à Addis Abeba en Éthiopie. Voilà. Et donc, c'est en 2024, on est allé les restaurer. Voilà, donc là, c'est la suite de l'atelier mon père et mon oncle. Voilà, et plusieurs chantiers un petit peu emblématiques qui ont été faits à l'atelier. Alors là, c'est de la dalle de verre. On n'est plus dans le vitrail traditionnel, on est dans des dalles un petit peu épaisses qui sont assemblées par un joint en ciment. Voilà, la création de vitraux. Alors ça, c'est des vitraux d'artistes. Le monastère de Trior, à côté de Valence. Le monastère du Barou dans le Vaucluse. Voilà, l'atelier aujourd'hui. Alors on a le fameux four, les fameux fours qui sont arrivés à l'atelier dans les années 90. Donc c'est la photo de droite. C'est des fours de verrier qui permettent de cuire maintenant des pièces de 2 mètres par 1 mètre. Voilà. Par rapport au four qu'on avait vu dans la présentation de Madame Thielin, qui ressemblait plutôt à des fours de céramistes. Là aujourd'hui, on peut cuire des surfaces beaucoup plus grandes. Et à gauche, c'est juste une verrière d'exposition pour étudier les vitraux. Voilà, alors dans les ateliers, en haut, on a tout ce qui est la partie vraiment vitrail, assemblage, sertissage. Et aussi, comme l'a dit Nathalie Thielin, il faut maîtriser la serrurerie. Donc on a des serruriers à demeure. Voilà les 3 frères Thomas, parce que les trois suivants. À une époque, on nous appelait les Dalton. Il faut comprendre pourquoi. Bon, j'ai de la chance parce que je suis le plus jeune et le plus petit. Voilà, donc c'est un métier où on est à parité entre hommes et femmes. Donc voilà, ça intéresse autant les garçons que les filles. On est à peu près à 50% ouais, à l'atelier. Donc là, on est dans l'atelier de sertissage, c'est la soudure. Voilà, ça c'est une création de vitraux contemporains. Je passe assez vite, ça vous montre un petit peu tout ce qui peut sortir d'un atelier. Donc ça c'est les vitraux de George Ettel, c'est un artiste allemand, et c'est la collégiale Saint-Bernard à Romans. C'était une grosse commande publique ouais, des années 2000. L'église Saint-Louis des Invalides. Donc là, on est retour alors, pas au cistercien, on serait plutôt, c'est plutôt les vitreries voilà, 17, 18e. Des créations de vitraux contemporains, alors là, on s'affranchit du plomb. Donc, les grands fours qui arrivent dans l'atelier permettent de cuire des grandes surfaces de verre. Donc là, il n'y a plus de plomb, c'est juste du verre très épais qui est peint à la grisaille et cuit au four. Voilà. Donc la basilique Saint-Denis, on y a travaillé. Alors là, on est plutôt dans la grisaille 19e. Voilà, toujours Saint-Denis. Des créations de vitraux contemporains, donc toujours pareil. On va dire qu'aujourd'hui, plus ça va, plus on s'affranchit du plomb. Et je crois bien qu'on va même être obligé de s'en affranchir complètement, vu que le plomb va être inscrit au tableau des matières dangereuses par l'Europe. Voilà, ça c'est pour Chambaran. Alors on voit que le fameux jaune d'argent dont on parlait, qui est apparu au 14e, et ben finalement il est toujours utilisé aujourd'hui. Alors là, on est dans l'ancien couvent des Carmes, mais aujourd'hui c'est un musée. Donc comme la partie en pierre de la fenêtre avait complètement disparu, eh bien l'architecte a choisi de faire une structure métallique. Cathédrale Saint-Maurice à Vienne, Notre-Dame des Marais à Villefranche-sur-Saône. Voilà, là on est plus proche d'ici, ça c'est à Thonon-les-Bains. Alors là, à Thonon-les-Bains, on avait fait les vitraux, enfin c'est une révision parce qu'ils étaient plutôt en bon état, et la serrurerie. Donc on avait aussi fabriqué les grilles qui sont devant les vitraux. Voilà, on a travaillé à Notre-Dame de Paris, mais c'était avant que ça brûle. Voilà, des vitraux d'artistes. La primatiale Saint-Jean à Lyon, donc, où on a des
très beaux vitraux. Alors là, c'est pas le cas, là, c'est les verrières hautes, mais à la Primatiale Saint-Jean à Lyon, il y a des vitraux du 12e, 13e, 12-13e, et je crois que la grande rose sur la façade occidentale, c'est 14e. Voilà, là, on est dans le cistercien. Là, par contre, c'est des verrières neuves, mais voilà. Alors là, on a travaillé avec un artiste qui a aussi dessiné les ferrures. Ouais, les ferrures qui sont Ce dont tout à on fait- parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que la ferrure fait partie de l'œuvre. Ouais, une création. L'abbaye de Tamier, donc là on a un doublage en verre, comme on aura Comme on aura atterri. atterri. Voilà, ça c'est ta icône. Bon, bon, alors tout à l'heure on parlait du verre, le verre à vitrail, donc là on a un manchon, le fameux manchon. C'est un modèle qu'on a à l'atelier, donc on voit le manchon et derrière, dans le fond, sur la verrière d'exposition de l'atelier, on voit les feuilles de verre. Donc ça, voilà, on passe d'un cylindre qui est développé, étalé dans un four, donne une feuille. Voilà l'échantillonnage du verre de Saint-Just. Comme c'est un verre qui est encore artisanal, les souffleurs peuvent se permettre d'avoir une grande palette de couleurs, c'est-à-dire qu'ils vont travailler à peu près à la semaine. Ils ont des fours qui tournent à 1200 degrés en permanence, et pendant une semaine, ils vont dire on fait tel bleu, la semaine suivante, on fait tel jaune. Ça leur permet d'avoir une palette d'à peu près 250 couleurs, alors que dans l'industrie, on a des structures beaucoup plus importantes, mais qui sont très lourdes à mettre en route. Du coup, on va faire du bleu pendant 6 mois, et voilà, et ensuite on change de couleur. Et du coup, dans l'industrie, on a à peu près une douzaine de teintes, alors que dans le verre artisanal, on est à 250, plus tout ce qui est, en fait, tout ce qui sort de la verrerie et qui n'est pas forcément maîtrisé, et qui donne ce qu'on appelle des hors standards, donc des couleurs voilà, qu'ils ne voulaient pas forcément faire au départ, mais qu'ils ont quand même obtenues, quoi. On a deux principaux fournisseurs pour nos verres. On a la Verrerie de Saint-Just à côté de Saint-Étienne, et on a Lamberts qui est en Allemagne. Donc c'est vraiment les deux plus gros en Europe qui arrivent à proposer un échantillonnage assez régulier. Voilà. Parce que la difficulté, c'est pas de faire une couleur, mais c'est de savoir la refaire à partir d'un numéro, quoi, à partir d'une référence. Donc là, c'est la verrière d'exposition à l'atelier, où on a notre échantillonnage, avec les numéros de casier. Voilà, et ça, c'est un échantillon de Saint-Just. Alors, on voit juste une petite bulle au milieu. Voilà, le verre à vitrail, il est intéressant parce que, comme s'il est artisanal, il est plein de petites bulles, de petites stries qu'on ne voit pas forcément, qui accrochent la lumière. Par rapport au verre industriel, qui, lui, est complètement plat, quoi, complètement lisse. Voilà. Alors là, on retrouve la fameuse numérotation dont on parlait. Voilà, donc le chiffre impair au nord, pair au sud. Bon, on n'a pas 3 niveaux de verrière, mais... Voilà, donc là, c'est avant la dépose, Saint-Brice, Saint-François de Sales. Donc on voit qu'il y a l'étoile d'araignée. Voilà, Sacré-Cœur. Alors, sur ce vitrail du Sacré-Cœur, il y a la signature du verrier. Tous les vitraux ne sont pas signés, mais sur celui-là, on a donc Jourdain, qui était un maître verrier qui avait repris l'atelier Henneveux. Alors, c'est pas très clair. Voilà, Henneveux et Bonneau, je crois, à Genève. Donc il a repris cet atelier tout début 20e. Hein. Voilà. On n'a pas retrouvé de date sur les vitraux. Voilà, la Sainte Vierge. Alors là, on ne le voit pas forcément quand on est à l'intérieur, mais par contre, voilà, quand on est à l'extérieur, on voit qu'il peut y avoir des dégâts qu'on n'avait pas forcément remarqués. Voilà, le Saint-Pierre. Alors là, on a une petite différence de facture. Alors, est-ce que c'est l'atelier d'avant Jourdain ou est-ce que c'est le même maître verrier? Voilà, on peut avoir un petit doute là-dessus.
c'est pas tout à fait la même façon de travailler, la Saint-Joseph. Et les verrières de la tribune, dont certaines avaient carrément des panneaux qui ont disparu. Voilà, on s'aperçoit de l'état des vitraux quand on est en façade, à partir de l'échafaudage. Donc eh ben, la première étape, c'est d'abord de dresser un diagnostic et de faire un devis, évidemment, mais ça, on peut le faire quasiment à partir du sol. Et puis, une fois qu'on commence à travailler, on échafaude. Ça fait aussi partie du métier, l'échafaudage. On dépose les vitraux et on les amène à l'atelier. On va les exposer sur les verrières d'exposition. Donc là, on retrouve le petit scotch avec le numéro du panneau. Donc c'est la fenêtre 6 et c'est le panneau C2. Voilà, alors pour déposer, on est obligé de prendre des précautions et souvent de tout encoller, c'est-à-dire de recouvrir le panneau avec c'est du ruban de masquage, hein, c'est le scotch du peintre. Et voilà, et après on l'enlève une fois à l'atelier. Le gros problème des vitraux de cette époque, c'est pas tant le verre, parce qu'au 19e, on maîtrise parfaitement le verre, et le verre peut traverser les siècles par rapport aux verres qu'on a vus dans la présentation précédente, qui sont poreux. Ceux-là, ils sont, à partir du 19e, c'est des verres qui résistent très bien aux intempéries. Mais par contre, la difficulté, c'est le plomb. Le plomb qui vieillit mal, qui dure quand même 100 ans, hein, parce que ces vitraux-là ont plus de 100 ans. Mais voilà, au bout d'un moment, il commence à y avoir des casses au niveau des soudures, et puis certains panneaux qui peuvent carrément tomber sous leur propre poids. Donc une fois qu'on a étudié les panneaux, on va procéder au poncif, c'est-à-dire qu'on va garder une trace de tout le réseau de plomb. On applique un papier craft à la surface du panneau, et puis on frotte avec un chiffon imbibé de noir de fumée. Et voilà, on relève comme ça tout le réseau de plomb. Et ensuite, on va pouvoir passer au démontage. Donc là, minutieusement, on va enlever chaque pièce de verre et on va supprimer tous les anciens plombs. Alors, on est obligé quand même de procéder au cas par cas. Il y a des cas où le plomb est en bon état. Alors, ça peut être le cas dans des verrières qui ont déjà été restaurées, et où c'est impossible de les démonter, et c'est plus judicieux de les conserver. Mais là, dans quasiment 90% des cas, il fallait démonter les plombs. Ensuite, on va passer au nettoyage, pièce à pièce. Donc, pour des vitraux 19e, le nettoyage n'est pas forcément complexe et va se limiter bien souvent à utiliser un mélange d'éthanol et d'eau déminéralisée, qu'on va passer à la surface et qu'on va, on va mettre ce mélange à la surface des verres avec des compresses et ensuite essuyer tout simplement. Voilà, donc là on retrouve le verre quand il y a des lacunes, quand il y a des manques. Donc on a nos échantillons de verre, on a la roulette du coupeur, on a le calibre blanc. Donc le fameux calibre qui a été découpé là tout à l'heure avec les ciseaux à 3 lames, qui est posé sur le morceau de verre, et on va suivre le bord du calibre avec la roulette pour découper chaque morceau de verre. Donc ensuite, quand c'est du verre peint, on va appliquer la fameuse grisaille. Donc là, ça c'est pas des pièces de terry, mais on voit qu'il y a le fameux jaune d'argent, et puis le trait et le modelé. Donc ça, c'est des oxydes métalliques mélangés à du verre en poudre. Voilà, et ensuite, on va passer au sertissage. C'est-à-dire que là, c'est un travail minutieux. Et tout se fait par emboîtement, en fait. Hein. On emboîte chaque morceau de verre dans un profilet en plomb. Voilà, finalement, c'est un métier où l'outillage du monteur est plutôt simple. Hein, le plomb se coupe avec un couteau, parce que c'est un matériau très, très tendre. Voilà, on a l'ouvre-plomb, donc c'est ce qui ressemble un petit peu à un tournevis tordu. Là, c'est
un bout de métal qui va passer à l'intérieur de l'âme du plomb et qui va ouvrir l'aile du plomb pour que le verre puisse s'emboîter plus facilement. On a la pince donc, qui permet de modifier le verre si au besoin. On a les pointes de montage qui permettent de caler le verre. Et puis à droite, c'est une spatule qui permet de rabattre, la dernière opération, de rabattre les ailes du plomb sur le verre. Voilà, là on a une idée du travail de montage. Tout s'emboîte en fait. Chaque profilé s'emboîte les uns dans les autres. Alors là, sur cette photo, on voit la soudure. Et puis on voit le travail de réparation, de restauration des pièces de verre. Donc en gros, on a deux techniques pour remettre ensemble des morceaux de verre cassés. On a ce qu'on appelle le cuivre Tiffany. Donc on recouvre le bord de la pièce avec une fine couche de cuivre et ensuite on étame au fer à souder. Ou alors on a des collages bord à bord avec des colles silicone. Voilà, donc là on a les trois panneaux du Saint-Joseph, qui sont assemblés les uns avec les autres. Disons que là c'est pour vérifier que tout colle en atelier. Et ces trois panneaux, après quand ils seront posés, ils seront séparés par les barlotières. Donc ensuite, une fois que tout le travail de réparation, restauration a été fait, on revient sur le chantier, on rééchafaude. On va habiller l'appui de la fenêtre avec des feuilles de plomb. Donc ça, c'est un travail qui est intéressant parce que ça permet de ménager une lame d'air sous le vitrail qui va permettre une ventilation permanente. La ventilation étant souvent le gros point noir des monuments historiques. Donc on va voir un peu les détails après. La bavette qui est posée sur l'appui, on a un petit profilé en laiton où va venir se loger le vitrail, et sous ce profilé, on aura une petite lame d'air. Donc il y aura une ventilation permanente. Voilà, donc là, les vitraux sont posés dans la structure métallique. Il va y avoir ensuite la pose du mastic pour faire l'étanchéité sur les fers, et le mortier de chaux en périphérie, dans la maçonnerie. En fait, comme le vitrail, c'est du verre serti au plomb, le plomb fait déjà le joint entre la pierre et le verre. Et ensuite, on a juste à faire une étanchéité, un calfeutrement périphérique tout autour. Donc on a juste la structure métallique qui traverse le vitrail, on va dire horizontalement, mais par contre, il n'y a pas de structure métallique verticale. Voilà, on retrouve le Saint-François de Sales, avec sa bavette en bas et son calfeutrement, les barlotières qui séparent chaque panneau. Alors là, à l'heure qu'il est, le travail du côté intérieur est fait, mais par contre, il reste encore tout le travail en façade. Alors c'est pour ça qu'au niveau des barlotières, on peut à certains endroits avoir du mastic qui dépasse, mais ensuite qui sera coupé, quoi. Alors, il n'y a pas toutes les fenêtres parce que on a fini de les poser cet après-midi. Voilà, et ça c'est la numéro 9, c'est la dernière. Alors, est-ce que vous avez des questions? Les fers à souder, c'est des fers à souder comme nous on a. Ça pourrait ressembler aux fers qu'on utilise en électronique, mais ils sont beaucoup plus gros. Voilà. Mais c'est des fers électriques et on décape le plomb avec une huile un petit peu acide. Voilà. Et on applique c'est pas de l'étain pur, c'est un alliage d'étain et de plomb pour faire la soudure. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre le verre au potassium, je sais pas comment alors ouais, là le type de verre par rapport à la... Qu'est-ce qu'on leur fait à ces verres-là pour qu'ils aient des propriétés particulières? Il y en a un qui noircit, l'autre pas, c'est dû à quoi en fait? Comment il est traité? Oui, en fait c'est parce que on avait besoin pour fabriquer le verre, de baisser la température de fusion, je crois que c'est ça un petit peu l'histoire, et que du coup on y ajoutait soit de la potasse, soit voilà, et du coup on obtenait des verres qui étaient un petit peu poreux. Et avec le temps, on a amélioré la technique et on a réussi à fabriquer des verres qui se maintenaient beaucoup mieux dans le temps.
Les sévères, une fois qu'ils sont noirs, on ne peut pas les récupérer. Alors, plus on remonte dans le temps et plus les techniques de restauration sont complexes. On va dire que tant qu'on est dans le 19e, ça va, on est à peu près, on arrive à peu près à s'en sortir avec des choses simples. Et par contre, dès qu'on dépasse le 19e, il faut en général passer par le laboratoire de recherche des monuments historiques. Et il y a toute une cuisine scientifique de produits qu'on pourra utiliser. Il y a du thiosulfate de sodium, il y a du carbonate d'ammonium, il y a voilà, plein de choses qui vont essayer de rendre le verre plus lisible, mais il n'y a pas de solution miracle. Il y a des fois, voilà, on va améliorer, mais par contre, on n'arrivera pas à récupérer 100%, quoi. Voilà. Quelles sont les principales difficultés, en fait, que vous, enfin, s'il y en avait une ou deux vraiment importantes par rapport à la restauration des vitres de l'église, qu'est-ce qui a été le plus complexe? Alors, ce qui peut vraiment être compliqué, c'est quand il y a des problèmes de tenue de grisaille. Mais dans le cas de Terry, vous avez de la chance parce que les grisailles étaient bien réalisées et voilà, il n'y a pas eu de problème d'effacement. Mais par contre, il y a beaucoup d'églises où petit à petit, les grisailles ont peut-être été mal cuites ou alors le peintre a utilisé des techniques un petit peu trop complexes, a superposé les couches, a fait plusieurs cuissons et les traits du personnage finissent par disparaître. Et ça, c'est très très compliqué. On ne peut quasiment pas re-intervenir dessus. On ne peut pas se permettre de se dire tiens, je vais remettre de la grisaille et repasser au four, par exemple. Comment on ferait pour restaurer une peinture, un tableau, où on rapporte de la peinture sur la peinture finalement. Mais donc, il y a tout un système de doublage, il y a tout un système pour fixer la grisaille qui existe. Mais après, ça pose des problèmes de conservation, donc il faut doubler avec des verrières assez complexes. Voilà. Donc, tout un problème de conservation des grisailles, des peintures. C'est ça, je pense, le plus compliqué. Et puis aussi, voilà, dès qu'on remonte dans le temps et qu'on a un verre de plus en plus poreux, là aussi, ça crée plein de problèmes. Est-ce qu'ils ont été difficiles à démonter Alors non, on a vu là sur les verrières en losange, les verrières claires de la tribune, qu'il y avait quelques panneaux qui étaient quasiment en train de disparaître sous leur propre poids. Donc là, c'est vraiment le signe que le plomb est très très faible. Donc là, la difficulté, c'était plutôt de déposer sans que tout, voilà, sans que tout nous reste dans les doigts. Et on a eu une seule verrière où le plomb était plutôt en bon état et qu'on a pu conserver. Aujourd'hui, le ministère de la Culture, la DRAC, nous dit le verre est aussi important à conserver que le plomb. Donc quand on peut le conserver, on le conserve. Mais on doit aussi raisonner dans le temps en se disant, si je ne change pas ce plomb, qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent? Donc voilà, en général, moi quand j'ai démarré avec mon père, on raisonnait sur 100 ans. C'est-à-dire qu'on disait, bon ben là, c'est un vitrail du 19e, c'est le moment de changer le plomb. On se posait peut-être moins de questions qu'aujourd'hui. On changeait tous les plombs et on se disait, c'est reparti pour 100 ans. Voilà, aujourd'hui, on va être plus, voilà, on va faire au cas par cas. Et si on peut conserver, on conserve. Mais on fait aussi en pensant que c'est pour 100 ans. Oui. Mais on fait aussi que pour 100 ans. Moi, sur le chantier, je leur ai dit, Télida, les témoins, parce que j'étais pas contente des bois qui ont été posés en haut du clocher sur les bardages, donc je les ai refusés. Et j'ai un peu secoué les compagnons en leur disant, mais réfléchissez, ça a été échafaudé, la dernière fois que ça a été échafaudé, ce clocher, on ne sait pas quand est-ce que c'est, mais c'était peut-être il y a 100 ans. Et là, ça ne sera peut-être pas avant 100 ans, dans 100 ans. Donc moi, je leur ai rappelé, je leur ai dit, là, ce qu'on est en train de faire, on le fait pour 100 ans. Merci, Madame Tillon. Oui, mais il ne faut pas oublier que le patrimoine ne nous appartient pas et qu'on ne fait que de le passer aux générations futures. Exactement.
D'autres questions? Oui, Pierre. Compte tenu de toutes les églises qui sont en France en état plus ou moins correct et compagnie, et puis tout ce qu'on a vu comme ateliers qui travaillaient d'une façon très intensive au 19e, je crois, actuellement, donc quelle est la proportion des potentiels de restauration des vitraux des églises françaises? Est-ce qu'il y a des critères pour s'intéresser plutôt à une église ou à un type de vitrail? Qu'est-ce qu'on va restaurer finalement pour les générations à venir? Est-ce que ce sont simplement des orientations économiques qui donnent ces solutions? Est-ce que c'est une volonté? Bon, je pense que déjà, les bâtiments, les édifices à fort caractère patrimonial qui sont classés, font l'objet de plus d'attention, évidemment. Et après, dans les églises qui ne sont pas classées, malheureusement, c'est un petit peu le jour où le vitrail se casse la figure, qu'on appelle l'architecte et le maître verrier pour dire là, c'est le moment de faire quelque chose. Mais pour répondre à votre question, par exemple, à Terry, on aurait très bien pu. C'est vrai que les vitraux de la tribune étaient vraiment très endommagés. C'est des vitraux clairs qui n'ont pas de. Voilà. On aurait très bien pu, dans le cadre d'un projet, pourquoi pas, dire tiens, on va proposer, on va dessiner de nouveaux vitraux. Et il n'y aurait pas eu de difficulté puisque l'église n'est pas classée. Et donc, il n'y a aucun. On n'est pas sous le contrôle de l'État. Donc, finalement, ça aurait été assez simple si on avait voulu, par exemple, changer des verrières et se dire tiens, là, on va en profiter, on va faire quelque chose. Aujourd'hui, nous, on va faire quelque chose, on aurait pu le faire. Il reste combien d'ateliers en France? Alors, je crois que... Ouais. En gros, moi je vais dire, il y a un atelier, on va dire, important quasiment par département ou par région. Nous, aujourd'hui, en gros, il y a l'atelier Saint-Georges à Lyon, il y a l'atelier Humbert à Marseille, c'est un petit peu les gens qu'on rencontre sur les appels d'offres. Voilà. Après, il y a beaucoup de petits ateliers qui vont peut-être plus se tourner vers la décoration, vers le travail pour les particuliers. Il me semble qu'au dernier recensement, il y avait quelque chose comme 1 millier d'ateliers en France. Mais peut-être des choses très petites. Et voilà. Et quelques ateliers qui peuvent prendre des gros chantiers de restauration. Donc il y en a beaucoup moins qu'avant. Ah bah oui, Ouais. Et à l'extérieur, il y aura un double vitrage alors? Voilà, en fait les vitraux vont être doublés par un verre de protection qui va être à peu près à 4 cm du vitrail et qui va laisser quand même un petit peu de ventilation. Il y a déjà les pattes de fixation qui sont déjà posées, qui ont été mises en œuvre. Et donc la repose se fait par l'intérieur. Parce qu'en fait, on peut poser par l'intérieur ou l'extérieur. Non. Mais votre repose à vous, elle se fait par l'intérieur. Les vitraux, c'est par l'intérieur. Mais le verre de protection, c'est forcément par l'extérieur. Mais ce que je voulais dire, c'est que la pose du vitrail, elle peut se faire indépendamment, intérieur ou extérieur, en fait. Alors, ça dépend des églises. Ça dépend de la manière dont... Ça dépend du sens de la feuillure. Ça dépend de la feuillure. Ouais, voilà. Pour revenir à la question précédente, est-ce que vous souffrez de la concurrence chinoise? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, on est dans le... Alors déjà, il faut savoir que la France, c'est le pays du vitrail. Il y a plus de vitraux historiés répertoriés en France quasiment que dans le reste du monde. C'est vraiment la France, le pays du vitrail. Et puis on est dans la restauration, donc, et dans des métiers très manuels qui peuvent pas être... On ne peut pas être remplacé par des machines. Donc en fait, voilà, on n'est pas encore inquiété. même au niveau européen, je crois qu'il y a eu un appel d'offres à Paris qui a été remporté par un atelier allemand. Les Allemands ont de très gros ateliers qui vont être plus tournés vers la création avec des gros projets de création. Je crois qu'il y a eu un aéroport entier en Asie qui a été fait par un atelier allemand. Voilà. Tout le plafond de l'aéroport a été recouvert de vitraux. Mais en fait, non, la concurrence, elle est vraiment nationale et même plutôt régionale, quoi. Et tout à l'heure, vous parliez de l'interdiction du plomb. Est-ce que ça va avoir un impact sur le... Donc ça, c'est le gros souci dans les ateliers aujourd'hui. Remplacé par quoi? Alors là, justement, le problème, c'est qu'on est un petit peu pris de court.
Donc tous les salariés de l'atelier font l'objet d'une surveillance par la médecine du travail. Il y a des prises de sang annuelles. Aujourd'hui, on est, je pense, un atelier où on a des normes d'hygiène qui sont quand même plutôt élevées par rapport à ce qu'on voit dans la profession. C'est-à-dire qu'on a des vestiaires propres, vestiaires sales, et puis un sas avec une douche au milieu. Comme les pompiers. Voilà, peut-être. Non, mais c'est vrai, les pompiers, c'est comme ça. On a des systèmes de ventilation. Les salariés utilisent des masques quand ils soudent. Voilà. On arrive à peu près, on a une moyenne aux alentours de, je crois que c'est 100 microgrammes de plomb par litre. Je ne suis pas tout à fait sûr je connais le chiffre, mais peut-être pas les proportions. Et alors aujourd'hui, on est dans la norme. Par contre, à partir de 2028, je crois que ça va descendre aux alentours de 45 ou 50, en faisant une distinction entre les hommes et les femmes en âge de procréer. Voilà. Donc ça va être très, très compliqué, sachant qu'on est un métier qui est quand même à 50% féminin, quoi. Ça va devenir très compliqué. C'est-à-dire que ça va ressembler à quelque chose un petit peu comme les personnes qui travaillent, peut-être pas aussi élevées, mais les personnes qui travaillent dans l'amiante, qui ont des masques, des combinaisons complètes, des salles blanches, voilà. Mais bon, voilà, on a tout ce progrès à faire pour arriver à passer le cap. Donc la restauration des prochains vitraux, on va pas le faire alors? Eh bien, c'est une bonne question. Je ne sais pas si Mme Thielan a des informations à ce sujet-là. Ce qui est sûr, c'est que le plomb ne pourra plus être utilisé pour tout ce qui est création. Bon, en même temps, c'est vrai que le plomb est en train de disparaître un petit peu de notre vie. On le fait disparaître dans l'essence, dans les canalisations, dans toutes les peintures, voilà. Donc on essaye d'enlever le plomb et c'est très bien. Par contre, pour la restauration, je ne vois pas trop comment on pourra s'en passer, sauf si on arrive à mettre au point un alliage aussi ductile, aussi tendre, qui résiste aux intempéries, voilà, qui résiste 100 ans en plein soleil et qui rouille pas, même si ça s'oxyde, mais ça ne rouille pas, quoi, voilà. Véronique, dans la formation donc, d'un maître verrier, ça se fait comment? Il y a des compagnons d'atelier? Alors, il y a eu un compagnonnage parce qu'en fait, par le nom de la profession maître verrier, ça sous-entend qu'on était passé par le compagnonnage. Mais aujourd'hui, le compagnonnage, il existe de fait parce que les jeunes qui se forment, ils sont obligés de faire plusieurs ateliers, de faire leur petit tour de France avant de se fixer quelque part. Nous, aujourd'hui, on n'a pas de problème de candidature, hein, c'est un métier qui intéresse les jeunes. Chaque année, on a 1 ou 2 apprentis qui se forment soit au CERFAF de Vannes-le-Châtel, c'est à côté de Nancy, soit au lycée Lucas de Néou à Paris, soit au CIFAM de Nantes. Donc c'est plutôt la tradition du verre est plutôt dans le nord de la France. Voilà. Donc il y a un CAP de vitrailliste qui existe. On peut ensuite faire un brevet des métiers d'art, un BMA. On peut ensuite se former à la peinture sur verre. Le vitrailliste, lui, il est au point pour tout ce qui concerne la dépose, la restauration, le sertissage, mais il ne va pas trop toucher à tout ce qui est peinture sur verre, décoration du verre. Voilà. Donc après, on peut se spécialiser dans ces métiers-là, décorateur sur verre. Et puis après, c'est l'expérience qui fait le métier. Alors il y a un diplôme qui est très important aujourd'hui, qui est le diplôme le plus élevé, qui est le master de conservation-restauration, spécialité vitrail. Voilà, et donc qui est aujourd'hui de plus en plus demandé par le ministère de la Culture pour tout ce qui est vitraux classés. Et voilà, là on est plus à un niveau de personnes qui vont faire beaucoup de diagnostics, beaucoup d'études, qui vont faire des essais, qui vont donner des protocoles pour restaurer les vitraux anciens. Alors c'est problématique parce que
Je sais qu'on avait répondu ensemble à un appel d'offres où en fait on nous demandait des qualifications qui étaient quasi introuvables, quoi. On n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui justifie de ces qualifications-là. Et c'est vraiment très, très compliqué. La difficulté, c'est que c'est un diplôme qui n'existe pas forcément depuis très longtemps. Il y en a assez peu en France. Et du coup, des fois, pour restaurer une petite église, on n'a pas besoin de toutes ces compétences, quoi. C'est ça. Voilà. Et on va avoir des chercheurs pour remplacer, pour savoir quelle alternative on peut. Ouais, alors Je pense qu'ils sont peut-être en train de chercher déjà. Ouais, dans les écoles, une des écoles où vont les apprentis, qui est le CERFAF, donc c'est le Centre européen de recherche et de formation aux arts du verre. Donc là, ils sont en train de plancher sur le sujet. Mais pour l'instant, on n'a pas de solution, quoi. Les vitraux de Thierry sont de quelle date? Alors, l'église, c'est 1850. Oui, c'est ça, c'est fin 19e. Après, on a vu que Jourdain, donc lui, il a repris l'atelier de Genève tout début 20e. Ouais. Donc en fait, je pense qu'on est à la charnière 19e, 20e. Quoi. Et ils sont certainement pas tous de la même période d'ailleurs. Non, il y a sûrement plusieurs dates en fonction du... Voilà. Il y a peut-être 2 verrières, donc celle de Saint-Joseph et de Saint-Pierre, qui sont peut-être plutôt 19e, fin 19e, et peut-être les autres qui sont plutôt début 20e. Ça reste à vérifier, quoi.